Donc ce soir, je vais vous parler des monnaies locales complémentaires et de façon générale un peu du rôle que peuvent avoir les monnaies locales comme levier pour le financement de la transition écologique juste. Euh, pour tout dire, les monnaies locales, enfin les monnaies alternatives sont intégrées pour ceux qui l'auraient pas lu dans le plan d'action de l'opération Milliard. C'est l'action 21, soutenir les monnaies locales ou alternatives à l'euro en versant un pourcentage à déterminer des fonds collectés sous la forme de ces monnaies. Donc je pense que c'est assez important à partir du moment où c'est dans le plan d'action de l'opération Milliard de bien définir ce que sont ces monnaies et en quoi elles peuvent être un levier de la transition écologique. Et donc pour ça, je commencerai par un rappel assez rapide et assez général sur la monnaie et les alternatives monétaires en général, et ensuite j'irai plus en détail sur les monnaies françaises. Donc, donc d'abord un tout petit rappel sur les fonctions de la monnaie, parce que je pense que la monnaie on l'utilise tous, mais on ne réfléchit pas toujours à ce que c'est. Et juste, on va passer du très générique, hein, on est humain, on est des êtres sociaux, et on s'assemble en groupe, on fait des sociétés, et au sein des sociétés, il y a des échanges. Et en fait, parfois, les échanges sont déséquilibrés, ce qui crée une dette. Et pour quelque part mesurer cette dette, il y a eu la création de la monnaie, qui est une des conventions enfin, c'est une des conventions qui a pu être créée par des sociétés pour résoudre cette question d'inégalité des échanges. Donc, c'est une création sociale, c'est une création qui est basée sur le crédit, donc sur la confiance, et qui a besoin de répondre à des règles fixées et reconnues par une société à un moment donné. Les grandes fonctions, je pense que, voilà, qui sont assez connues, c'est d'abord le moyen d'échange. J'achète quelque chose, je donne la monnaie en échange, donc moyen d'échange. Deuxième, unité de mesure qui fait, la valeur en fait, qui doit être communément admise. Troisième valeur, enfin 3e, fonction, la réserve de valeur, donc ça c'est pour l'argent qu'on utilisera plus tard, c'est l'épargne, c'est tous ces points-là. Que ce soit au niveau, d'un État, que ce soit au niveau d'une entreprise ou d'un particulier. Et donc ça, c'est les 3 fonctions toujours communément admises, et parfois on rajoute une quatrième qui est le moyen de financement, donc qui est les moyens d'investissement pour des produits qui seront créés plus tard et échangés plus tard. Donc juste voilà, ça c'est le cadre de ce qu'est la monnaie. Et la monnaie, elle a toujours existé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement eu de période de troc. Dès le départ, il y avait des coquillages, des traits sur des planches de bois ou autre chose, mais des formes de reconnaissance valorisée de dette ou autre, ça a toujours existé. Il y a eu des monnaies dès la préhistoire qui ont évolué. Et c'est là-dessus que l'évolution donne la monnaie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est qu'on est passé d'abord des paléomonnaies qui étaient par exemple des coquillages ou du sel ou autre chose avec des systèmes de valeurs. Et peu à peu, on est arrivé à la situation où on est aujourd'hui, où la monnaie c'est des chiffres quelque part écrits sur des systèmes informatiques et qui sont créés à plus de 90% par les banques sur la dette. Donc aujourd'hui, le politique n'a plus tellement de pouvoir sur la création de la monnaie, c'est majoritairement les banques. Ce qui est créé par les banques centrales qui elles-mêmes sont indépendantes des États, c'est de l'ordre de 5 à 10% de la création totale de la monnaie. Ce qui peut poser déjà une question démocratique et en parallèle aussi poser une question sur la course à la croissance. Parce que la monnaie créée par les banques, elle se crée lorsqu'on fait de la dette. Donc, si je fais un emprunt, la monnaie est créée par la banque. Or, cet emprunt a des intérêts, ce qui m'oblige quelque part à produire plus pour pouvoir rembourser la banque. Et donc, le système de création monétaire actuel est une course à la croissance qu'on ne peut pas forcément éviter, ce qui pose une question de nouveau aujourd'hui sur les questions de limites planétaires et sur les questions de est-ce qu'on peut vraiment aller à la sobriété si on ne réfléchit pas à notre modèle monétaire tel qu'il est. Donc, par rapport à ça, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réfléchi sur des alternatives monétaires, sur aussi comment envoyer la valeur. Je vois que Patrick Villeray est arrivé, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises sur la création du mouvement Sol. Voilà, de nombreuses monnaies qui ont pu être créées avec différentes époques.
Techniquement, des monnaies parallèles, il y en a toujours eu historiquement, mais celles qui sont vraiment documentées, ça va être plutôt celles qui sont du XXe et du XXIe siècle. Donc, des monnaies qui ont pu être créées par rapport aux problèmes d'inflation, notamment en Allemagne, avec des monnaies fondantes il y a eu plusieurs expérimentations, donc ça a été théorisé euh, en 1919 et il y a eu des monnaies en Bavière, en Autriche. Alors, fondante, ce qui voulait dire, c'est que la monnaie était émise, souvent en échange de travail, donc pas en échange des monnaies locales, en échange de travail ou d'autres choses. Et elle perdait de la valeur au fur et à mesure. Et si on voulait que le billet garde la même valeur, il fallait payer la différence qui avait été perdue. Donc, par exemple, si ça perdait 1% par mois, si on voulait le remettre au niveau, il fallait payer le reste. Et ça faisait que les gens échangeaient plus vite et que du coup, l'économie locale tournait plus vite et restait un petit peu en dehors du système d'inflation extérieure. Ces monnaies ont assez vite été interdites par des gens qui voulaient garder le contrôle sur la monnaie. Euh, une autre expérience un peu dans le même esprit, mais que interentreprise, qui a été créée un peu plus tard, je n'ai plus la date exacte, mais qui est le VIR en Allemagne, en Suisse, qui est une monnaie interentreprise, qui est une monnaie en fait de quelque part de crédit mutuel entre les entreprises qui ressemble un petit peu au système de barter, qui est une monnaie donc réservée aux PME suisses entre elles sur un circuit relativement fermé et qui aujourd'hui est devenue très très grande, fait des microcrédits et a permis, enfin, en tout cas, il est possible que ça fasse ce qui a que ça fasse partie des raisons de la stabilité économique des PME suisses sur le XXe siècle. On peut aussi parler des monnaies sociales comme qui sont aussi dans l'idée de lutter contre l'inflation qu'il y a pu y avoir ou de lutter contre la pauvreté, donc les monnaies sociales d'Amérique latine. Tels que le Palmas à la Banco Palma au Brésil, qui est à l'échelle d'une favela, où il y a de la monnaie qui est distribuée à des habitants sous forme de revenus ou de microcrédits et qui reste au sein de la favela pour entretenir aussi les entreprises locales, permettre aux gens de créer des entreprises et eux-mêmes aussi ont développé des systèmes de microcrédit. Donc là, pareil, de créer une résilience locale. Sur les projets qui à la base n'étaient pas que des monnaies locales, il y a le projet Sol, qui à la base regroupait plusieurs expérimentations et notamment l'idée d'une monnaie citoyenne sur une carte de paiement qui, avec une dimension locale aussi, hein, ça a provoqué la création des premières monnaies locales, mais avec aussi l'idée de, quelque part, d'échange de monnaie, de pouvoir d'achat contre des actes citoyens avec des financements. Donc c'était un gros projet porté par, donc, à l'initiative suite au rapport de Patrick Vivray sur reconsidérer la richesse et, euh, et financé avec des fonds européens portés par la Massif, le Crédit Coopératif et Chèque Déjeuner devenu Groupe Up. Euh, et cette réflexion qui avait donc une dimension citoyenne a donné lieu à quelque part casser des freins sur la monnaie et a permis la création des premières monnaies locales, donc celles créées par Sol, mais aussi celles qui ne sont pas créées par Sol, comme l'abeille dont je parlerai tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a eu des monnaies de ce type-là. Il y a des réflexions de création de monnaies hors dette pour financer la transition écologique. Il y a Isabelle Coupé-Soubeyran qui a sorti un livre là-dessus récemment, ou les monnaies libres qui sont en dehors de l'euro. Donc il y a vraiment beaucoup de réflexions, mais avec chaque fois l'idée de reprendre démocratiquement la main sur la monnaie, de prendre en compte mieux les inégalités et les vulnérabilités et de plus en plus, peut-être moins dans les années 30, mais de plus en plus aujourd'hui, de prendre en compte les histoires de transition écologique qui sont nécessaires. Hop. Donc maintenant, je vais arriver comme sur les monnaies locales complémentaires en France, donc qui sont apparues à partir de 2010 en lien avec le projet Sol. Comme je disais, c'est un peu le projet Sol a ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait agir là-dedans et qu'on pouvait créer des systèmes d'échange en dehors de l'euro.
Euh, certaines, alors oui, certaines ont été créées donc par Sol, donc le Sol Violette qui était la première de celles créées par Sol, mais d'autres se sont créées à l'initiative de ça, un certain nombre, donc l'abeille, donc 2010 l'abeille, 2011 Sol Violette, et là avec une différence, c'est qu'on est sorti du projet 100% électronique et qu'on a sorti des coupons papier aussi. Les monnaies locales sont reconnues par la loi sur l'ESS de 2014 et inscrites dans le code monétaire et financier depuis la même époque. Elles avaient connu un très fort développement en nombre d'initiatives au moment où il y a eu le film Demain de Cyril Dion qui évoque l'initiative du Bristol Pound, qui est aussi plus ou moins de la même époque, hein. Le lancement du Bristol Pound, c'est en 2012, si je ne me trompe pas, donc c'est aussi la même époque, et ça a créé une dynamique en France de création assez forte. La loi oblige à ce qu'elle soit gérée par des structures de l'ESS. Donc aujourd'hui, sur les 80 monnaies locales actives ou en sommeil en France, c'est 100% des associations, mais techniquement, ça pourrait être des coopératives, notamment des SIC. Donc aujourd'hui, la France, c'est le pays qui compte le plus d'associations de monnaie locale, mais donc 80 associations, dont à peu près 70 qui sont actives, d'autres qui sont plus ou moins en sommeil ou en construction, et elles sont présentes dans la plupart des régions métropolitaines. Heu, pas tout à 100 les Hauts-de-France, ils ont plusieurs projets, mais pas de monnaie locale active, par exemple, et y compris, du coup, la Réunion et la Guadeloupe, qui ont aussi des monnaies. Hop, donc le principe d'une monnaie locale, c'est une monnaie qui circule sur un territoire donné et auprès de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Comment est défini le territoire? Comment sont définies les valeurs? À la création, c'est un processus démocratique où on décide, déjà les modes de décision qu'il y aura par la suite, mais aussi le territoire. En France, ça va de toutes petites monnaies qui sur des petits EPCI de quelques villages, à des monnaies qui font une région entière. Donc on peut citer par exemple la PIV qui correspond à l'ensemble de l'ancienne région Franche-Comté. La plupart, c'est l'échelle d'un département, plus ou moins, ou d'une métropole un peu élargie avec les campagnes autour. Mais voilà, donc le territoire défini, le but c'est d'avoir un territoire avec un vrai bassin de vie économique où il y a un sens qu'il y a un projet de territoire qui se crée là-dessus. Donc défini évidemment démocratiquement lors de la création et ça peut être rediscuté s'il y a des évolutions, mais ça oblige à changer les statuts. La charte de valeurs partagée est aussi co-construite, ainsi que le nom de la monnaie, à quoi ressembleront les billets, etc. Et donc, une fois que ça c'est défini, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, j'adhère. On va dire que si j'étais dans l'Allier, j'adhère au SOUDICI. J'échange mes euros contre le même montant en SOUDICI. Donc, par exemple, j'échange 100 euros contre 100 SOUDICI. Les 100 euros que j'ai échangés vont sur un fonds de garantie. Donc ils sont totalement, alors auprès de l'association, oui. J'adhère à l'association et j'échange auprès de l'association, contre, les sous-ici. Donc c'est et l'association elle dépose dans un compte qui est complètement séparé, donc le fonds de garantie qui est séparé de ses autres comptes, donc ça rentre pas dans son budget, et cet argent est placé, sur, des comptes, est placé sur un compte à part qui est généralement dans une banque, qui est toujours a priori dans une banque éthique et le plus souvent possible sur des projets locaux, vertueux, qui peuvent être aussi bien sociaux, environnementaux ou autres, mais souvent sur le développement du territoire. Donc ça peut, voilà. Et donc majoritairement placé banque éthique, très majoritairement à la nef, parce qu'il se trouve qu'avec la nef, on a un accord qui fait que la nef s'engage à investir le double de ce qui est déposé au fonds de garantie sur le territoire lorsqu'il y a des projets. Et sinon, beaucoup le crédit coopératif aussi, mais parfois des crédits municipaux, enfin parfois d'autres structures bancaires aussi. Donc cet argent est investi, première action, et je garde quand même mon pouvoir d'achat en ayant les sous d'ici que je peux avoir soit en monnaie qui est imprimée
à la demande de l'association, mais par des imprimeurs qui respectent les normes de sécurité. Il y a un certain nombre de normes pour que les monnaies ne puissent pas être, pour que les billets ne puissent pas être reproductibles. Il y a au moins 10 points de, 10 points de sécurité. Enfin, il faut toujours mettre les 10, mais il y a plusieurs points. Donc, les filigranes, les bandes brillantes, les QR codes, etc., pour être sûr que les monnaies ne sont pas reproductibles. Donc, j'échange. J'ai mes sous d'ici, euh, en, soit en monnaie digitale, soit en monnaie papier. Et je peux l'utiliser auprès de professionnels eux-mêmes adhérents. Donc adhérents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils respectent la charte qu'on avait définie. Et donc déjà, première chose, je suis sûre d'utiliser auprès de personnes qui respectent certaines valeurs. Et après, ça va plus loin, parce que sinon, ça pourrait dire que c'est un peu comme un ticket restaurant, ça s'arrête là. Là, ça va plus loin, c'est qu'eux-mêmes peuvent le réutiliser et le but, c'est que ça reste le plus longtemps sur le territoire. Donc, imaginons, j'achète mon pot de pâté, heu, le marchand, en fait, il l'a acheté auprès d'un producteur de pâté qui lui-même a acheté ses pots auprès d'une boîte qui fait de la consigne, et cetera, et le but, c'est que l'argent reste le plus longtemps possible sur le territoire auprès de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Et donc parmi les professionnels, il peut y avoir des collectivités, territoriales, hein, pour, les piscines, bibliothèques et cetera. Il peut y avoir des commerçants, des fournisseurs d'énergie, des professions libérales. Il y a pas de enfin, il y a pas de limite à part, les stations-service et les fast-foods. Mais voilà, toutes celles qui peuvent respecter les valeurs de localité, et de respect de l'environnement, techniquement peuvent adhérer. Les professionnels peuvent, notamment les libéraux, parfois les utilisent à titre personnel, donc parfois achètent avec d'autres fournisseurs, mais parfois à titre personnel, ou peuvent payer une partie du salaire, en monnaie locale. Les particuliers n'ont pas le droit de reconvertir leur monnaie locale en euros. Par contre, les professionnels, s'ils ne trouvent vraiment pas de débouché, ont la possibilité de le faire, heu, avec, ou sans commission, selon les monnaies. Ça, c'est une décision aussi, à faire. Donc à travers, ce fonctionnement, les monnaies locales ont un impact, qui est assez transverse sur la transition des territoires, parce qu'elle agit à la fois, donc je développerai chaque point, mais à la fois sur le pouvoir, citoyen, sur la solidarité, sur l'écologie, sur l'économie locale et sur la dynamique territoriale, en ayant en plus, bah, souvent des actions d'innovation, sociale, et donc de pouvoir faire un vrai, effet levier pour l'économie sociale et solidaire. 1er point, c'était, bah, la remarque que j'avais fait, c'est qu'il y a quand même un manque de démocratie quelque part sur la création de la monnaie, au niveau, euro, dollar et cetera. Là, on crée des nouveaux espaces de citoyenneté avec d'abord une dimension d'éducation à la citoyenneté économique. Je pense que sur la population, globale, des gens qui peuvent faire le lien entre, l'économie, l'écologie, bon, le social peut-être un petit peu plus. Il y en a pas tant que ça, donc là, l'idée, c'est vraiment de dire la monnaie a un rôle dans le, a un rôle, dans toute la transition, a un rôle dans les choix qu'on fait politiques, et les monnaies, pour cela, font un vrai travail d'éducation populaire pour démocratiser la monnaie, pour vraiment pour qu'elle puisse que la monnaie, heu et que la compréhension des gens puisse, être utile pour une économie, bah, plus écologique, solidaire, citoyenne. Alors quand je parle d'éducation populaire, ça peut être des réunions, publiques, ça peut être des travaux de vulgarisation, ça peut être des ateliers. On a une fresque de la monnaie, à peu près, 40 000 personnes sont sensibilisées chaque année, via les associations de monnaie locale. Voilà, donc 1er point côté éducatif, et le deuxième point sur l'espace de citoyenneté, c'est vraiment l'espace de démocratie, participative où, de nombreux adhérents participent réellement, aux décisions prises par la monnaie. On avait donc fait une étude d'impact, et 33 des professionnels et 40 des adhérents particuliers, avaient dit avoir participé à au moins une, décision. Alors c'est pas 100, mais pour avoir été dans pas mal d'associations, c'est déjà pas mal. Donc voilà, 1re dimension, développement de la démocratie, qui me semble, voilà, un point, fort. 2e dimension, le développement des solidarités.
qui joue à la fois à l'intérieur du réseau avec, un soutien souvent entre les adhérents, notamment entre adhérents professionnels ou entre les particuliers qui vont plus facilement voir, les professionnels, avec un sentiment de partage des valeurs. Donc ça déjà un point et puis, plus de discussions avec les commerçants et cetera, donc une source de lien dans un premier temps, une entraide entre les professionnels qui peut aller juste sur, dans la plupart des cas sur des recommandations, mais, il peut y avoir des cas vraiment d'aide, réelle entre adhérents parce que du coup ça devient un réseau et donc ces adhérents, peuvent s'aider. On a le cas par exemple de la pive où il y avait un jeune permaculteur qui n'arrivait pas à avoir de débouchés parce qu'il n'avait pas les moyens de communiquer et en fait un menuisier membre du réseau, lui a fait des panneaux indicateurs qui lui ont permis d'avoir une meilleure visibilité, et il s'est fait payer en panier de légumes, parce que la personne n'avait pas encore les moyens de payer donc voilà des aides comme ça qui peuvent se faire. Un travail sur l'intégration sociale des publics en difficulté, donc là on sort du réseau, notamment souvent des travaux en lien avec les missions sociales, avec les épiceries solidaires, récemment, avec les SSA, donc là beaucoup de travaux de SSA en ce moment, donc sécurité sociale de l'alimentation, donc un travail assez fort, là-dessus et en moyenne une équité, au cœur des pratiques qui correspond très bien, je pense, aux pratiques de la plupart des acteurs, de l'économie sociale et solidaire et de la transition. Nous, pour la plupart des adhérents des monnaies locales, sont sur des échelles de salaire qui sont, de l'ordre de, 1 à 2 entre les plus hauts et les plus bas, donc relativement, resserrés et un vrai travail pour payer les fournisseurs au prix juste, donc voilà. Le soutien de la transition écologique, alors par premier point qui semble assez évident, c'est par la consommation locale et responsable parce que c'est quelque part, le 1er point qui saute aux yeux. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai travail de la part des professionnels à partir du moment où ils adhèrent pour essayer d'améliorer leurs pratiques. Ce qui est le cas, enfin, un certain nombre, 84 des professionnels avaient dit avoir fait un travail d'amélioration de leurs pratiques. Heu et comment ça marche? C'est parce que les monnaies locales entretiennent le réseau de leurs professionnels et les font se rencontrer, donc il y a des échanges aussi, entre eux, plus des newsletters et cetera, des consolidations de filières, locales et des investissements écologiques. Donc j'ai parlé déjà du fonds de garantie tout à l'heure, je ne vais pas forcément, revenir dessus. Mais, sur les consolidations, sur les changements de comportement, il y a aussi un vrai travail, de réfléchir à comment mes commerciaux se déplacent pour polluer moins et cetera. Et comment augmenter le nombre de partenaires, à proximité. Par exemple et ça peut aller plus loin grâce aux monnaies donc, je vais citer alors l'exemple qu'on cite le plus souvent parce qu'il est assez simple à expliquer. La Doum dans le Puy-de-Dôme avait un certain nombre de microbrasseries qui prenaient la Doum mais qui n'avaient pas de débouchés et un travail a été fait pour trouver des débouchés. Donc on leur a demandé qu'est-ce qui leur manquait. Il leur manquait une malterie et il leur manquait un système de consigne. Pour, la malterie, enfin pour les 2, ils sont allés voir la CCI, mais il se trouvait qu'il y avait une malterie qui voulait s'installer dans le Puy-de-Dôme. Donc là, ils ont été mis en relation. La malterie a adhéré en ayant tout de suite un réseau de clients, ce qui a permis, à la malterie de se lancer et aux structures aux microbrasseries de découler leur Doom. Pour, la consigne, il n'y avait pas de projet en cours. Un travail a été fait avec l'université pour faire une étude de faisabilité, puis une SIC qui a été, créée pour créer ce système de consigne qui, maintenant fonctionne. Donc voilà, on peut vraiment créer les filières et là, la Doum travaille sur la filière bois actuellement et travaille aussi sur, comment faire en sorte, de polluer le moins possible sur le dernier kilomètre en ville. Donc voilà, ce travail peut être fait au sein des structures ou un autre exemple qui, toujours en lien avec des coopératives, le lien à Saint-Étienne qui a cofinancé une centrale solaire avec, une coopérative qui s'appelle, ERE 43, ce qui a permis de la créer et cette centrale solaire
évidemment, prend les financements, les paiements en lien. Après, donc, dynamisation de l'économie locale, dont j'ai donc quatrième impact, avec des suppléments de revenus pour les territoires. Et là-dessus, ça c'est un point assez intéressant. En fait, la majorité des pros ne reconvertissent jamais leur monnaie locale. A priori, de l'ordre de 70% ne reconvertissent jamais des monnaies locales, les utilisent jusqu'au bout. Donc, joue vraiment le jeu de les garder sur place. Et du coup, ce système où l'argent reste longtemps, ça crée un véritable effet multiplicateur. Et on considère que si j'injecte 1000 eusko ou 1000 Monaco plutôt que 1000 € sur leur territoire respectif, en fait, il y aura un effet de multiplicateur de la richesse, donc la richesse créée sera sensiblement plus grande. Si on pour, alors je me souviens plus sur la durée exacte, mais pour la même durée, si j'injecte 1000 monnaies locales, j'aurai une création de valeur supérieure à 2000 €, alors que si j'injecte le même montant en euros, ça va être de l'ordre de 1300 à 1600, donc à peu près 1,25 à 1,55 pour moi. Donc on enrichit l'économie locale et on la dynamise. Nouveau système, bon, l'investissement, j'ai déjà parlé, donc il y a beaucoup de choses qui se rejoignent entre eux. Et surtout, un renforcement de l'économie réelle plutôt que de l'économie spéculative. On achète directement à des commerces locaux, ça passe pas par Amazon, par des choses déjà loin, bon, qui sont à distance. Ça passe pas non plus, l'argent n'est plus dans les banques, l'argent qu'on aurait pu du fonds de garantie qui pouvait éventuellement être sur une banque qui finance plutôt de la spéculation, on va directement dans les investissements locaux. Donc l'argent, déjà 2 fois plus parce qu'il y a une partie qui va sur le fonds de garantie et une partie qu'on dépense, mais ça va vraiment sur de l'économie directement utile au territoire. Et des plus-values pour les membres du réseau. On a vu qu'il y avait une augmentation des chiffres d'affaires de l'ordre de 8 à 12% sur les commerçants adhérents. Là, toujours à voir avec des pincettes comment ça marcherait sur le long terme, mais en tout cas, une augmentation sur les personnes qui adhèrent, les professionnels qui adhèrent. Et tout ça est renforcé actuellement par la digitalisation qui permet aux professionnels de garder évidemment plus longtemps la monnaie, sachant que sur les 70 monnaies actives, il doit y avoir un peu moins de la moitié qui sont digitalisées à ce jour, mais elles sont à peu près toutes en cours de réflexion pour le faire. Et donc, dernier point, et je pense là qu'il y a un point assez fort sur la réflexion du milliard avec les lieux et tout le reste, c'est tout ce qui est dynamisation du territoire, avec un côté de rayonnement, le choix, il y a le choix du nom de la monnaie, le choix des commerçants, etc. C'est une mise en valeur du patrimoine économique et parfois culturel du territoire alors, le point, la monnaie peut-être la plus emblématique là-dessus, c'est le SCHO, où dans leur charte de valeur, il y a aussi, outre le fait d'être local, respecter du raisonné, du bio, respecter les normes sociales, etc. Il y a aussi un travail sur la langue basse, donc là, c'est celui qui va le plus loin sur la partie culturelle, mais toute une vraie dimension là-dessus, et bon, économique en mettant en valeur les commerçants sur place. Et ça peut aller du nom des MLC, enfin des monnaies locales. Donc on peut parler à Lyon, la Gaunette, ça vient de Gaune qui veut dire jeune garçon en lyonnais. Euh, la Doum, c'est pour parce que le puits de Dôme, Doum, c'est pour Dôme, quoi. Donc voilà, c'est des mots comme ça qui mettent en valeur. Souvent, les billets eux-mêmes sont décorés de symboles. Le sous d'ici, il y a des décorations, des billets qui représentent les légendes locales, etc. Donc un vrai travail là-dessus. Et beaucoup de monnaies travaillent aussi sur le tourisme local avec des situations ou avec des possibilités pour les touristes d'avoir des adhésions ponctuelles et la mise en valeur de certains commerçants et lieux culturels là-dessus. Un maillage d'acteurs au service de la transition. Donc, là-dessus, c'est qu'on est tous les adhérents soutiennent la transition et du coup, lorsqu'il y a des événements, ça fait une rencontre et souvent les personnes qui participent à des événements
sachant que la plupart des adhérents ont participé au moins une fois. On considère que c'est de l'ordre de 80% des adhérents particuliers qui ont participé minimum une fois à un événement de monnaie locale. La plupart s'intéressent ensuite aux autres initiatives. Donc, peut-être qu'ils vont aller voir Alternativa, peut-être qu'ils vont aller voir d'autres structures, mais ça fait une dynamique qui les intéresse vers le reste. Ça fait aussi que ces acteurs-là se connaissent mieux. Le rôle du monnaie locale, c'est quand même une animation quelque part d'un réseau de personnes qui partagent aussi ces valeurs-là. Et ensuite, si on peut aller plus loin avec des dynamiques plus proactives de la part des associations de monnaie locale. Et là, je vais prendre l'exemple du 3% associatif, 3% asso, qui est porté notamment par le SCHCO à la plus grande échelle, mais qui est porté par d'autres monnaies locales. En fait, lorsque les adhérents prennent la monnaie, 3% de ce qui convertissent en monnaie électronique euh, peut être reversé à des associations qu'ils parrainent. Donc l'association il faut qu'il y ait 30 parrains, donc il faut que plus de 30 associations soutiennent une association, 30 adhérents minimum soutiennent une association de la zone donc du Pays Basque Nord pour qu'elle puisse rentrer dans le système. Et ensuite, 3% donc des euros convertis en EUSCO vont à l'association à la fin de l'année. Donc, ça pour dire, il doit y avoir plus. En 2000, il y avait déjà plus de 130 000 euros qui avaient été versés à des associations. Je n'ai pas les chiffres pour 2023, mais en tout cas, ça augmente chaque année. C'est financé par les taux de commission des quelques commerçants. Des quelques commerçants qui reconvertissent parce qu'il y a un taux de conversion assez élevé à l'EUSCO qui est, je crois, de l'ordre de 5%. Mais d'autres associations de monnaie locale peuvent pratiquer le même système, soit avec l'aide de subventions publiques ou autres. Mais en tout cas, là, voilà, c'est vraiment l'idée que à partir du moment où on rentre dans la monnaie locale, on va aussi soutenir les associations locales. Voilà, donc il y a d'autres, on peut aller plus loin. Ensuite, des liens avec les collectivités et les monnaies locales sur les politiques. Bon, j'avais pas d'émissions locales, mais ça peut être sur d'autres systèmes de dépenses. Ça peut être des bonifications sur le change. Ça peut être des aides lorsqu'il y a des bonnes actions, si on veut trier son verre, etc. Donc beaucoup de possibilités comme ça. Et le point important, et qui est peut-être le point vraiment à développer, et pourquoi il pourrait être important aujourd'hui que les monnaies locales rentrent vraiment dans les financements autour de l'opération milliard, c'est que toutes ces valeurs et tous ces impacts qui sont totalement liés à ce que fait l'ESS, pour que ça marche, il faut renforcer le réseau. Et aujourd'hui, on a 22% des membres qui sont membres de l'ESS, enfin qui sont des structures de l'ESS, ce qui nous semble relativement peu par rapport au fait que les monnaies locales sont un amplificateur des impacts de l'ESS. Et donc, il y a des synergies vraiment à construire en adhérant plus ou en se rencontrant, en mettant en valeur, en faisant des partenariats, parce qu'il y a des structures qui vont peut-être être nationales et du coup, ça sera peut-être d'autres types de partenariats. On a déjà, bon, on a plusieurs licornes qui sont actives, on a plusieurs, donc on n'est pas non plus complètement en dehors, mais pour nous, là, voilà, il y a un grand travail de synergie à construire entre les monnaies locales et les acteurs de la transition. Et j'y vais pas, j'ai des exemples concrets, mais je vais peut-être passer aux questions et j'illustrerai s'il y a besoin, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient apparues. Juste, hop. Alors, le fonds de garantie. Donc, on me demande ce que devient le fonds de garantie. Donc, le fonds de garantie, il est mis sur un compte, il est déposé sur un compte à part dans une banque éthique. Donc techniquement, voilà, il est déposé et souvent donc sur des fonds qui ont besoin d'être sûrs forcément, mais investis dans des structures, dans des projets de la transition, donc investis par les banques. Il y a des réflexions sur comment on pourrait l'investir directement en ayant une garantie bancaire auprès d'autres structures donc de foncières ou pareil des placements sûrs. Actuellement, c'est forcément en banque par rapport à la CPR.
Mais voilà, dans des banques qui s'engagent à investir les mêmes montants sur les territoires et sur des projets, et parfois en discussion avec les monnaies d'ailleurs pour le choix des projets. Est-ce que j'ai répondu à la question sur le fonds de garantie? Alors là, j'ai une question. Quelles sont les filières existantes qui sont uniquement utilisées par une monnaie locale? Je ne comprends pas la question, mais alors, actuellement, il n'y a aucune filière qui peut être obligée d'utiliser uniquement la monnaie locale. Par contre, nous, enfin nous, les associations de monnaie locale, parce que Mouvement Sol, on est la fédération, donc on les aide on anime le réseau, on fait les échanges de compétences et tout le reste, mais c'est les monnaies locales sur le terrain qui agissent. Les monnaies locales peuvent travailler pour que l'argent circule le plus loin possible dans la filière. Et donc, par exemple, si on parle de la filière bois, faire rencontrer les bûcherons, les scieries et remonter jusqu'au menuisier ou au charpentier pour que pour qu'il y ait vraiment un suivi tout le long et qu'on soit sûr que tout le monde a des bouchées. Peut-être aussi travailler avec les fournisseurs d'énergie s'il y a besoin d'énergie. Donc voilà, essayer d'avoir un travail complet pour faire la filière d'un bout à l'autre. L'exemple qui avait réussi vraiment à avancer, ce que j'ai, c'est la filière de la bière dans le Puy-de-Dôme. Mais voilà, le travail de filière fait partie de ce que certaines monnaies assez outillées font vraiment pour essayer d'avoir un circuit total au niveau de la monnaie. Euh, voilà. Ah oui, je vois qu'il y a des questions que j'avais sautées. Est-ce qu'un bâtiment peut être mis en fonds de garantie? Alors, ce que je dis aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est euh, obligé, ou en tout cas, on s'oblige à mettre les fonds de garantie sur des placements bancaires. C'est une réflexion à mener, alors pas forcément sur les bâtiments, mais oui sur les foncières type terre de liens ou habitat humanisme ou autre, ou d'autres types d'investissements qui seraient sur le même principe de temps long. Voilà. Alors, quelles difficultés les monnaies locales doivent-elles surmonter pour se développer et se maintenir? Elles sont nombreuses. Là, je pense que je pourrais, je pourrais faire un cours rien que là-dessus. Euh, non, alors première difficulté, c'est si le réseau a été assez mal créé au départ, euh, ça peut être les monnaies qui se portent le mieux, plutôt pour dire l'inverse. On va pas, je vais revenir sur le SCHO qui regroupe à peu près la moitié des monnaies locales en circulation, alors que c'est que sur le Pays Basque Nord. Eux, dès le départ, ils se sont créés avec des structures de l'ESS, avec le soutien des collectivités locales. Donc, il y a tout de suite eu le réseau vraiment territorial qui s'est fait et des investissements qui ont permis tout de suite d'avoir des salariés et du coup de développer et d'entretenir vraiment le réseau des adhérents. Donc ça, c'est la situation idéale. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'erreur de gestion, c'est une structure qui fonctionne. Ensuite, il y a certaines collectivités locales qui sont moins ouvertes à ça. Et dans ce cas, il faut se débrouiller sans ce soutien-là, ce qui peut être plus difficile. Parfois, il peut y avoir des manques de financement. Donc ça, voilà, c'est assez varié. Et ensuite, ça dépend de la taille du territoire. C'est-à-dire qu'une monnaie locale qui fait le choix d'être sur un petit EPCI au fin fond de la Bretagne, qui fonctionne qu'avec des bénévoles, il peut tenir longtemps tant que les bénévoles sont là. Donc il n'y a pas forcément de soucis. Euh, Par contre, les plus grosses, bah, qui ont besoin d'avoir des salariés, il faut avoir le bon nombre de salariés. Il faut éviter, parce que quand on a un demi-salarié pour gérer quelque chose aussi complexe qu'une monnaie locale, il y a le risque d'épuisement. Donc, il y a un certain nombre de risques. Et le principal frein, ça peut être le manque de financement. Et comme toute action citoyenne, il peut y avoir parfois des problèmes de gouvernance qui peuvent se créer. Et là, c'est l'humain, enfin le facteur humain auquel on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, si auquel on peut faire, mais qui est peut-être encore plus dur à gérer que les financements parfois. Et dernier point, parfois des empêchements liés à la loi. Le mouvement Sol fait beaucoup de plaidoyer. Il y a quelques sujets de loi
qui pourrait simplifier l'utilisation par les collectivités locales, notamment pour qu'elles ne soient pas seulement des subventionneuses, mais qu'elles puissent utiliser plus facilement. Et il y en a beaucoup qui utilisent, mais voilà, c'est compliqué. Donc voilà, il y a certains aussi blocages liés à la loi elle-même. Et qu'est-ce qu'on ferait avec 1 milliard d'euros? Je pense qu'on pourrait structurer toutes les monnaies locales pour qu'il n'y ait plus de problème de gouvernance. On pourrait faire de la communication auprès des commerçants, on pourrait accompagner le changement de comportement parce qu'il y a quand même aussi l'habitude à prendre pour les individus de changer les habitudes. Donc, il y a un gros travail. Euh, Après, plus sérieusement, de toute façon, nous, les monnaies locales ont besoin de financement, mais là, l'intérêt aussi, si on pouvait avoir une partie, et ce qui est un peu le sujet sur le plan d'action, une partie des financements de l'opération milliard versés en monnaie locale, ça permettrait de densifier le réseau des adhérents et donc d'aider la dynamique. Donc voilà, il faudrait presque le double effet. Voilà, mais en tout cas, avec les moyens, on pourrait aider beaucoup et on pourrait surtout recruter pour avoir un peu mieux. Mais ce que je disais, voilà, si on a plus d'adhérents venant de l'ESS, je pense que le travail de dynamisation peut aussi se faire via le fait qu'il y ait plus de structures adhérentes et plus de structures utilisatrices. Bruno Olivier. Un frein à l'appréhension de la MLC par les acteurs de l'écosystème de transformation économique et environnementale sociale, tant de la part des acteurs de l'ESS que des collectivités, semble être l'insuffisance prise en compte des atouts des flux financiers permis par la circulation partagée. Chacun travaille en silo et la transversalité des échanges est rarement mise en exergue comme thématique en tant que telle de l'économie circulaire. Euh, Est-ce qu'il y a une question, Bruno? Parce que voilà, pour moi, là, si je comprends bien, c'est oui, il y a une mauvaise prise en compte. Et pour moi, il y a un vrai travail de communication et d'animation à faire au niveau local pour une meilleure compréhension de ce que c'est que de comment la monnaie pourrait servir sur l'économie circulaire. Est-ce que je peux parler davantage des enjeux de gouvernance? Les enjeux de gouvernance, ils sont divers. Certains sont juste liés à ce qu'une monnaie est bénévole. Des fois, les bénévoles vieillissent et après, il en reste plus que deux ou trois qui tiennent le truc et puis ils n'ont pas trouvé de remplaçant parce qu'ils n'avaient pas su déléguer avant. Euh, mais ça peut aussi être des questions liées au fait qu'on cherche à être innovant en termes de gouvernance avec beaucoup de collégialité et que parfois, c'est dur de trouver l'équilibre entre le côté démocratique et le côté efficacité. Donc, comment faire de perdre l'un sans l'autre? J'ai vu une monnaie où il y avait finalement, alors c'est pas tout heureusement, mais où il y avait plus de collèges, de collèges que de bénévoles. Donc, ça voulait dire qu'en fait, les gens se retrouvaient dans des réunions dans plein de collèges parce qu'il y a plus de collèges que de bénévoles pour prendre les différentes décisions. Donc, c'est aussi ça, c'est qu'il y a une volonté d'innovation démocratique, mais que parfois, quand ça marche pas, c'est dur de se remettre en question et de se dire: «Il faut le changer». Donc ça, c'est un des points qu'il faut parfois accompagner. Voilà et après, mais c'est majoritairement ça les enjeux et des fois, sinon cette gouvernance innovante, elle peut être difficilement comprise par les collectivités locales et ça n'aide pas non plus les échanges. Est-ce qu'on peut mettre Et de pardon, l'argent. pardon Ingrid Hélène, justement, juste sur les communautés locales, les mairies, etc. Est-ce qu'ils sont associés ou les gouvernants, c'est uniquement des citoyens? Est-ce que les collectivités locales sont un peu associées? Elles peuvent l'être. Nous, on aurait tendance à encourager qu'à partir du moment où elles sont prêtes à le faire, elles le soient. Il peut y avoir des collèges dédiés à ça. Il pourrait y avoir des comités de pilotage, voire qui fassent partie des conseils d'administration, des coprésidences ou autres. Mais parfois, ça pose un problème lié
à la loi qui n'est pas claire, et du coup pas la loi ESS, mais plutôt la loi 3DS, qui fait que si souvent quand elles sont actives, c'est qu'il y a des adhérents, il y a des élus qui deviennent adhérents, qui peuvent plus voter dedans. Enfin, du coup, des fois, il y a quelques complexités, mais bon, il pourrait y avoir d'autres personnes qui sont présentes. Euh, les monnaies ont parfois du mal à s'y ouvrir et les collectivités, et ça, on a le cas où il y a vraiment un collège des collectivités où en fait ils ne sont pas présents. Donc, c'est aussi parfois, voilà, ça vient parfois l'un de l'autre, mais techniquement, c'est possible et c'est une des réflexions qu'on a pour voir comment on peut engager l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, ce ne sera pas forcément de la même façon dans toutes les monnaies, mais en tout cas, comment on pourrait le faire pour engager mieux l'ensemble des acteurs du territoire sur le sujet. Est-ce qu'on peut mettre l'argent de milliards en fonds de garantie pour les monnaies locales fléchées vers les acteurs? Alors non. Hem, Est-ce qu'on peut mettre l'argent du monnaie non parce q alors si, enfin, hem, si, bah, l'idée en fait de l'action, 21, c'était qu'il y ait une partie des subventions qui soient versées en monnaie locale, ce qui techniquement voudrait dire qu'en effet, ils sont versés en euros à la monnaie locale concernée qui, les reverse en monnaie lo enfin et ça se transforme en monnaie locale pour le reste, donc indirectement, c'est bien ça. Ça serait d'avoir une partie donc qui, oui, qui en effet s'est payée en euros. Enfin, c'est échangé par des euros en monnaie locale et ensuite c'est orienté vers les acteurs. Comment sensibiliser les jeunes à l'intérêt des monnaies locales et trouver des incitations? Alors il y a eu plusieurs, expériences de SSA étudiantes, dont il y en a une à Bordeaux en cours. Il y a eu un travail qui a été fait à Lyon aussi sur l'alimentation, donc là c'est plutôt sur les étudiants précaires. Mais il y a eu des expériences donc, qui ont pu être faites là-dessus qui permettaient de sensibiliser les jeunes à la fois à l'alimentation locale et à la monnaie. Ensuite, pour toucher plus large, moi j'aimerais bien par exemple qu'on puisse faire, c'est un travail qu'on a en cours, de faire la fresque de la monnaie adaptée au temps de cours des lycéens pour pouvoir en parler dans le cours de SES. Mais ensuite, elle est souvent présente sur les festivals. Il y a beaucoup de festivals, notamment en électro, où il y a des monnaies locales. Donc je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut aller. Moi, je pense que c'est aussi en travaillant plus avec, par exemple, les buvettes du club de foot, enfin tous les endroits quelque part où il peut y avoir des passions et que ça devienne quelque chose de logique. Et ensuite, les incitations peuvent venir que s'il y a des subventions ou autres, parce que nous, on est obligés, si on distribue, enfin, si on fait des abondements, comme je dis, il y a certaines collectivités qui ont fait des abondements lorsqu'on échangeait les monnaies. Donc, par exemple, je paye 20 euros et je reçois 25 euros en monnaie locale et le reste étant financé par la ville. Donc, ça a été le cas pendant le Covid à Avignon. Ça a été le cas ponctuellement dans le Puy-de-Dôme. Alors, je me souviens plus quel montant était partout. Donc, ça peut être des lancements ponctuels. Et après, voilà, pour moi, c'est surtout sur les événements qu'on peut faire des choses, sachant que beaucoup de friperies prennent la monnaie locale, donc c'est des changements d'habitude simples. Et pour moi, déjà, ça sera très compliqué de motiver les jeunes pour les monnaies qui ne sont pas encore passées à la digitalisation. Donc il y a aussi ce travail de digitalisation pour que ce soit aussi simple à utiliser qu'une carte de crédit ou que le téléphone pour payer. Euh, alors, moi, les buvettes de club de sport, j'aimerais bien pour de vrai. Euh, alors, je redescends parce que maintenant il y a plein de questions. Est-ce qu'il y a des mairies qui participent aux frais de fonctionnement? Oui, alors à hauteur de 1 euro par citoyen, je crois pas, mais il y a un certain nombre de mairies qui soutiennent. À la mairie, enfin la communauté de communes de Bayonne, à Lyon, on est soutenu. Beaucoup, enfin, il y a quand même un certain nombre. Strasbourg soutient énormément le STUC, donc on a quand même beaucoup de mairies. Montpellier soutient beaucoup. Voilà, donc on a des soutiens qui existent. Après, le but,
c'est qu'à terme, il y a assez d'adhérents pour que la monnaie locale soit surtout ses actions sociales qui soient soutenues par la mairie et que sur son fonctionnement quotidien, une fois qu'elle est mise en place, enfin une fois qu'elle est mise en place et qu'il fonctionne, il faudrait qu'il soit le plus possible autofinancé. Le SCHRO est autofinancé à plus de 90% et du coup, c'est vraiment ces actions solidaires qu'on peut considérer qui sont subventionnées. Donc pour moi, le but, c'est finalement de mettre beaucoup d'argent d'un coup pour pouvoir faire en sorte que la structure s'organise et devienne à terme autofinancée, parce qu'en fait, les petites aides longtemps, ça ne permet pas de la création de postes qui permet de lancer la dynamique. Mais il y a des mairies qui fonctionnent, euh, qui font, qui font un bon travail là-dessus. Ah, Patrick. À l'heure des coupes budgétaires qui mettent gravement en danger nombre d'acteurs de l'ESS, peut-on construire ce que le collectif de transition écosystémique avait appelé un écosystème? Mais Patrick, je veux bien. Mais voilà, ça. Donc là, l'idée, ça serait d'avoir un écosystème qu'on puisse avoir peut-être une échelle voilà, nationale, voire internationale, avec des échanges possibles. Ça pose actuellement des difficultés techniques si on veut respecter l'histoire de fonds de garantie, mais l'interopérabilité qui est évoquée par, mais pas seulement, oui, du coup, l'interopérabilité qui est évoquée par Thomas, euh, et, ah oui, et mélanger avec des échanges temps. Pour moi, oui, à condition qu'on ait les moyens de construire tout ça. Moi, j'arrive plus à descendre. Alors, j'arrive plus à descendre les questions. Euh, ouais, bon. Voilà, donc l'idée de pouvoir mettre des monnaies interopérables entre elles, mais aussi éventuellement interopérables avec des systèmes de temps, type accorderie, etc. Euh, c'est totalement dans le fond une excellente idée. Là, la question, elle est technique. Si on me donne le milliard, je fais, je monte le projet tout de suite. Euh, Mais en tout cas, moi, je suis totalement, et je ne suis pas la seule. Voilà, enfin, je pense qu'on est nombreux à rejoindre l'idée de Patrick là-dessus, que ce serait bien d'avoir quelque chose qui permette à la fois de développer le local, mais avoir aussi une dynamique autre. Mais hélas, un projet qu'on n'a pas encore les épaules pour porter. Par ici, chez moi. Pourquoi j'arrive pas? Hop, tac, la création d'une maison des monnaies pourrait permettre à l'utilisateur de choisir son paiement. Alors ça, je veux bien comprendre. Euh, je veux bien comprendre l'idée de la maison des monnaies. C'est ça y est, je l'ai perdu. Thomas. euh, Parce que l'idée, ça serait quoi? Ça serait que les gens Voilà. puissent. Hop. Ah ouais. J'arrivais pas à trouver à désactiver mon micro. Bonjour tout le monde. Oui, Bonjour. ici on est à Montbrun-Bocage en Haute-Garonne, près de l'Ariège. Je m'occupe des Pyrénées et je suis à un carrefour avec le sol violette, avec la Touzelle, avec les Pyrénées. Et l'idée d'avoir une zone pilote où on cherche l'interopérabilité de ces monnaies les unes avec les autres, qu'il y ait des interactions me pousse à imaginer la maison de la monnaie où on aurait vraiment la possibilité de comprendre ce qu'est le sel, les accorderies, la monnaie temps, les monnaies locales, qu'on puisse vraiment avoir une possibilité de comprendre donc du coup l'euro, qu'est-ce que c'est aussi tout ça, parce qu'on n'est tellement pas éduqué sur comment ça fonctionne cet argent, comment ça circule, d'où ça vient, où ça va. Comment ça se crée. Donc il y aurait toute cette notion pédagogique de vulgarisation de ce qu'est la monnaie et on permettrait donc du coup de faire valoir les monnaies locales, les sels, mettre en avant tous ces systèmes de transition et donc de pouvoir permettre à l'utilisateur de choisir son mode d'échange. Voilà.
Ça Alors, va? je pensais notamment à votre zone parce que je sais que vous travaillez bien ensemble, les monnaies d'Occitanie, quand je réfléchissais à l'interopérabilité. Mais je pense que ça, c'est un sujet qu'il va falloir développer et il y aurait potentiellement, merci Violaine, il y aurait potentiellement des investisseurs qui pourraient peut-être être intéressés dans la région. Eh bien, Donc, il faut qu'on se mette en contact. et voilà, j'attends parce qu'il veut aussi soutenir le mouvement Sol, mais je vais bientôt avoir des nouvelles de quelqu'un qui veut créer un écolieu et qui a un fonds d'investissement en fait. Donc, Eh bien, j'espère qu'on on reste pourra en qu'il contact, pourra vous Ingrid. Ouais. dynamiser là-dessus. Entendu. Super. Voilà. Mais voilà, donc là, ça c'est parce que pour moi, c'est la zone où on pourrait faire une zone pilote parce qu'il y a des monnaies assez anciennes, assez expérimentées, enfin, qui ont l'expérience, il y a tout ce qu'il faut en Oui, fait. avec Donc, l'abeille. Oui, bien sûr. avec l'abeille, le sol violette, avec en plus des tailles de villes différentes, je pense que c'est une bonne région pour Et tout tester quelque chose. particulièrement Montbrun-Bocage. Si vous connaissez pas, il faut venir faire un tour parce qu'il y a vraiment ici quelque chose de particulier, complètement propice à ces projets de monnaie à faire évoluer et de faire venir des gens sur un système pour venir découvrir comment on fonctionne ici. Ça peut être un rendez-vous pour les gens qui sont dans la transition, absolument. Oui, oui, non, mais je garde en tête, mais dès que je reprends contact avec et que je vois s'il avance sur son écolieu, je pense que j'essaierai aussi de le motiver pour travailler avec vous sur ces sujets-là. Parce qu'il m'avait posé des questions dessus, ce monsieur. Très bien. On peut échanger nos contacts quand tu veux, Ingrid. Oui, bah, je suis pas très dur à trouver, hein, au mouvement Sol. Mais en tout cas, ouais, non, mais c'est pour moi, il y a un vrai sujet. Donc, il y a pas de souci, on pourra échanger là-dessus parce que pour moi, il va falloir avancer de toute façon sur ces sujets-là qui peuvent faire des blocages parce que voilà, si on veut créer quelque chose et que les gens puissent avoir des choix et puissent avoir une réflexion jusqu'au bout, ça peut être pas mal. On est en phase. Ouais, bah, parfait. Donc, pas de souci, on pourra échanger là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, ça m'a l'air. Ou d'autres remarques? Bah, je pense qu'on est pas mal. Il n'y a pas d'autres Et questions. puis, si vous voulez en savoir plus, il y a le site internet du mouvement Sol. Où vous trouverez aussi les liens vers la note qui a été faite avec le labo de l'ESS sur comment justement les monnaies locales peuvent être un levier de la transition écologique juste et notre étude d'impact si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les sujets qui évidemment ne peut pas trop résumer en 1 heure.